Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre première conférence de rentrée en ce début d'année 2023 dans ce bel auditorium, lieu des sessions de l'Assemblée départementale. Et au nom de toute l'équipe d'Imaginez-la, le Conseil de développement de la Loire-Atlantique, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2023 à vous, à vos proches, à vos familles, qu'elle soit riche de beaux projets professionnels, bien sûr, mais surtout peut-être source d'épanouissement personnel et de bonheur personnel. Cet auditorium porte le nom de Jean-Baptiste Senneray, illustre architecte urbaniste du XVIIIe siècle. Il est mort à Nantes au début du XIXe. Et on doit à son talent, à son travail, bien sûr, le réaménagement de la place du Bouffay, l'aménagement du cours Saint-Pierre, cours Saint-André, l'édification des premiers plans du quartier Gralin, et puis, tout à côté de l'hôtel du département, l'édification de l'ancien hôtel de la Chambre des Comtes de Bretagne, aujourd'hui préfecture de la Loire-Atlantique. Alors vous savez qu'Imaginez-la, c'est le lieu de l'expression d'intelligence collective des habitantes, des habitants de notre territoire de vie, la Loire-Atlantique. Imaginez-la formule des avis, des recommandations, des propositions en direction des élus du département, des décideurs de la Loire-Atlantique, pour mieux éclairer leur action. Et on constate, avec toute l'équipe, que vous êtes tous les jours, et encore ce midi, tous les jours, toujours aussi nombreux, mobilisés, informés, conscients en fait de votre expertise d'usage, de votre pouvoir d'agir aussi, en venant alimenter nos travaux par vos réflexions, vos idées, vos suggestions, vos propositions prospectives, et en particulier dans les ateliers citoyens, un véritable outil de démocratie contributive. Et soyez remerciés très sincèrement du temps que vous consacrez à nos côtés dans nos travaux. Justement, initié l'an passé, notre cycle de réflexion thématique concerne la question du travail, de l'évolution du travail, et plus précisément peut-être la dernière révolution du travail. Cette question, il nous semble, est un peu trop souvent abordée de manière périphérique, notamment sur les questions, bien sûr légitimes, mais sur les questions liées à l'emploi et aux grandes mutations économiques. Bien, dans le cadre de notre cycle thématique, on a aussi voulu l'aborder sur l'angle des enjeux de la place du travail dans la société, du rapport de tout à chacun par rapport à son travail, et bien entendu également sur les enjeux de l'organisation du travail et de quête de sens. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce midi le docteur Albert Moukébert. Vous allez tout de suite reconnaître la voix de notre conférencier. Il anime en effet un célèbre podcast Votre cerveau sur France Culture. Il intervient aussi régulièrement dans le média consacré au travail Welcome to the Jungle. Docteur, merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes chercheur en neurosciences, psychologue clinicien. Vous avez travaillé pendant 10 ans à l'hôpital Pitié-Salpêtrière en vous focalisant sur les troubles anxieux et la résilience. Vous êtes enseignant à l'université Paris 8 en Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie. Avec vos collègues chercheurs, vous avez également fondé Chiasma, une structure qui se focalise, je crois, sur le raisonnement critique et la flexibilité mentale, notamment la manière dont nous formons nos opinions et comment cela impacte aussi nos prises de décision. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager à nos côtés en Loire-Atlantique vos dernières connaissances scientifiques autour de nos comportements, et puis comment ces derniers peut-être aussi impactent notre vie quotidienne et bien entendu notre environnement de travail. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de me recevoir. Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses liées au travail. On va parler des rythmes, donc ça va être notre première partie. On va parler du sens et on va parler des récits qu'on se raconte autour de cette histoire. On fera une session de questions-réponses vers la fin, mais c'est peut-être une particularité. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Genre, j'aime bien être interrompu, c'est bizarre, mais ça m'évite de parler seul. Donc, s'il y a des questions qui sont en lien avec ce que je suis en train de montrer, il y a une incompréhension, une remarque, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. Si vous avez des questions plus générales, on fera une session de questions-réponses en bonne et due forme à la fin. Donc ça, c'est pour un peu les modalités. Ma présentation durera entre 45-50 minutes, un truc par là, si je dépasse pas. Et avant de commencer, c'est important pour moi de vous expliquer d'où je vous parle, parce que je suis pas là genre, pour vous donner mon opinion, mais un peu le fruit de ce qu'on sait aujourd'hui
dans les disciplines qui sont les miennes. Donc, je suis docteur en neurosciences et psychologue, mais j'appartiens à une discipline qui est un peu plus large, qui s'appelle les sciences cognitives. Peut-être c'est important que je vous explique sur quoi c'est quoi, juste parce que on va puiser des concepts de plusieurs disciplines. Et les sciences cognitives, c'est quoi? C'est quand on fait de la science. Le but de la science, on a beaucoup parlé de science récemment, mais rarement en définissant c'est quoi. Et le but de la science, c'est juste de comprendre comment le monde naturel fonctionne. On veut essayer de comprendre comment les choses marchent. Et donc, pour faire ça, on développe ce qu'on appelle des modèles théoriques. Vous êtes familier avec plein de modèles théoriques, peut-être implicitement. Je sais pas, E égale mc carré, c'est un modèle théorique pour l'énergie, la masse et la célérité de la lumière. On a des modèles théoriques sur le déplacement des objets dans l'espace, etc. Et quand on s'est intéressé au fonctionnement de l'humain, on peut aborder l'humain de plusieurs angles. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait les sociologues qui s'intéressaient à notre aspect sociologique, les psychologues, les médecins, les anthropologues, les neurologues, etc. etc. Et au milieu du XXe siècle, on s'est dit on a le même sujet d'étude, donc on peut commencer à mettre ensemble nos différents modèles théoriques. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'en fait, plein de ces modèles théoriques étaient en contradiction les uns avec les autres. Il y avait un problème. Par exemple, je sais pas, un psychanalyste va dire ah, tu es en train de refouler quelque chose, et un neuroscientifique disait je trouve pas vraiment de traces de refoulement dans le cerveau. Donc, on s'est dit quelqu'un a raison, quelqu'un a tort, comment est-ce qu'on va sortir de cette situation? On s'est dit peut-être que ce serait pas mal, maintenant qu'on a les capacités technologiques et de collaboration possibles, de créer une nouvelle discipline, une sorte de champ disciplinaire qui va être interdisciplinaire et transdisciplinaire, et dont le but c'est de développer des modèles théoriques qui soient cohérents les uns avec les autres. Et donc on a appelé ça les sciences cognitives. Donc le but c'est vraiment de comprendre comment ça marche, quelles sont les règles du monde naturel qui touchent l'humain, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, au niveau des organes, au niveau de la psyché, au niveau de mon corps, au niveau de ma relation aux autres. Et donc, en sciences cognitives, on travaille quotidiennement avec des philosophes, des neuroscientifiques, des éthologues, des anthropologues, etc. On essaye de comprendre ça sur 3 échelles. La première échelle, on appelle ça l'échelle micro, c'est l'individu, moi et moi-même. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la prise de décision, notamment sur l'échelle individuelle, mais aussi sur l'échelle moyenne, qu'on appelle l'échelle méso. Donc c'est l'échelle sociale, les gens avec qui je suis en contact, mes potes, mes collègues, mon quartier peut-être. Et puis il y a une échelle un peu plus grande qui est l'échelle sociétale, l'échelle macro, ma région, mon département, ma ville, mon quartier, etc. Et aujourd'hui, on va faire des allers-retours entre ces 3 échelles parce que le travail, c'est quelque chose qui mobilise ces 3 échelles. Et donc, parfois, on va voir des notions de psychologie sociale. Par d'autres moments, on verra des notions de psychologie clinique ou de neurosciences. Donc ça, c'est important pour moi, à chaque fois que je fais une conf, d'expliquer mon cadre théorique et que je suis pas là juste pour vous parler de moi. Donc, comme je vous disais, notre présentation va être divisée en 3 parties. La première partie va être sur la forme, qui sont les rythmes et les modalités du travail. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de débats, par exemple, sur les 35 heures, souvent qui sont remis en cause ou pas, etc. On voit des changements au niveau des rythmes sociaux, on appelle ça les rythmes sociaux. Est-ce qu'on travaille 4 jours? Est-ce qu'on travaille 5 jours? Est-ce qu'on travaille 6 jours? Est-ce qu'on peut ouvrir le week-end, etc. Et c'est important de faire une sorte d'historique sur ce sujet. J'ai eu l'opportunité de participer à la première expérimentation de la semaine de travail de 4 jours, justement avec Welcome to the Jungle, avant Covid. On était vraiment la première équipe quasiment au monde à mettre en place une semaine de 4 jours qui n'était pas temporaire. Il y a eu quelques autres entreprises qui ont essayé ça, notamment Microsoft au Japon, etc. Mais c'était genre, les employés savaient que pendant 1 mois, ils vont bosser en 4 jours de semaine de travail et puis rebasculer sur 5 jours. Et nous, on avait vraiment fait un protocole de recherche dont je vous montrerai les résultats sous peu. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça et quelle était la démarche derrière, c'est important un peu de comprendre l'historique de comment est-ce qu'on en est arrivé aux 5 jours de travail par semaine. Et un des premiers changements au niveau du travail, c'était vers la révolution industrielle où on a eu pour la première fois un concept qu'on appelle la commodification du temps, ou ce qu'on peut appeler en français aussi la marchandisation du temps. Avant, ça peut paraître bizarre si vous êtes jamais intéressé au sujet, mais pendant longtemps, genre quasiment toujours, en tant qu'humain, le temps, c'était pas quelque chose qui nous tracassait vraiment. Genre, vous êtes en 1540, ça n'existait pas, on n'a pas de trace écrite de quelqu'un qui disait j'ai pas le temps. Alors, le concept du temps n'était pas une marchandise.
on ne pensait pas autant. C'était juste un truc logistique pour savoir quand est-ce que je mange, quand est-ce que je dors. On suivait un peu les rythmes naturels quelque part. Même si on avait des moyens de mesurer le temps, mais il n'y avait pas d'emploi. En fait, il y a une séparation très importante à faire avec l'ère pré-industrielle et post-industrielle. C'est que avant l'ère industrielle, il y avait du travail, mais il n'y avait pas d'emploi. Ça n'existait pas quasiment pour personne, sauf pour quelques fonctions très spécifiques, des gens qui vont au boulot. Alors, aller au travail de 9h à 17h, aller pointer, recevoir une fiche de paie, ça n'existait pas. Le travail, c'était le labeur à faire. Je suis agriculteur, je suis maçon, je suis forgeron, etc. Je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Et si en me promenant dans le village, je sais pas, je vois deux coqs en train de se battre, je dis pas je suis en retard pour ma réunion. Si j'ai rien, j'ai envie de voir les deux coqs en train de se battre, je m'arrête et je regarde. Et quand j'ai envie de rebouger, je rebouge. Et c'est vraiment cette notion que le temps a une valeur est arrivée avec de manière très quasi simultanée avec la notion d'emploi, de travail. J'ai un patron qui me paye un salaire avec de l'argent et je vais au travail quasi quotidiennement. Et ça, c'est venu évidemment avec l'industrialisation, le Fordisme, le Taylorisme, tout ça. Et au début, le travail, c'était tous les jours. Genre, il n'y avait pas le concept de week-end, il n'y avait pas le concept de 8-9 heures de travail. C'est tous les jours. Si vous travaillez à la chaîne dans une usine de fabrication de moteurs où vous êtes en train de construire des immeubles, bah, vous y allez tous les jours, tout simplement. Et c'est vraiment avec les mouvements sociaux qu'on a commencé à essayer d'arracher des droits des travailleurs. Et on a réussi, hein, les différents mouvements sociaux, qui n'étaient pas juste en France, hein, c'est tout ce qu'on appelle le monde occidental faisait ça, ont réussi à arracher 2 jours de congé. Et ça s'est stabilisé avec les 8 heures de travail. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est important de réaliser que le fait qu'on travaille 5 jours par semaine, théoriquement 8 heures par jour, n'est pas du tout indexé à une sorte de réalité psychologique ou productiviste. Personne n'a jamais vérifié est-ce qu'en 5 jours de travail, on bosse mieux ou moins bien qu'en 6 jours de travail ou en 4 jours. C'est un truc presque aléatoire, un peu comme l'école. On n'a jamais vérifié que les enfants apprennent mieux s'ils vont en salle de classe pendant 7-8 heures par jour, à partir de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. On ne sait pas, peut-être qu'on pourrait apprendre mieux, c'est juste que parfois, en psychologie, on a un truc qui s'appelle les normes sociales. On est dans un monde avec certaines normes, on les accepte parce que c'est trop compliqué d'essayer de réinventer la roue. Et donc, c'est important pour moi d'établir ce concept qu'il n'y a aucune réalité de productivité, de bien-être, de santé mentale ou d'efficacité euh, sur le chiffre magique de 5 jours par semaine. Ça n'existe pas. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit, bah, peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire. Si ça se trouve, si on bosse 3 jours par semaine, on produit la même chose et on gagne en qualité de vie. Si ça se trouve, si on bosse 6 jours par semaine, on produit plus et ça n'impacte pas plus que ça notre qualité de vie. Et donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas ces sujets? Et donc, Jérémy Cléda, un des fondateurs de Welcome to the Jungle, avec qui j'avais fait quelques conférences, notamment sur les burn-out, sur les troubles anxieux, qui étaient mes travaux de thèse, m'a contacté un jour et m'a dit, Albert, nous, on est une boîte qui bosse sur le monde du travail. Il y a plein de personnes qui appellent pour des changements. Il y avait à l'époque, genre, les débats sur le revenu universel de base, les rythmes sociaux, le télétravail. Je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a eu une vague de mode sur l'entreprise libérée. Essayer de libérer l'entreprise, genre on n'a plus de bureau, on a des roulettes sur les bureaux, tout le monde peut pousser son ordi où il veut, genre lundi je bosse avec Tania, mercredi je bosse avec Jérémy, etc. Il m'a dit, bah, il faudrait qu'on assume notre posture et qu'on soit une sorte de labo des rythmes de travail. Est-ce que ça te dirait de nous accompagner à tester une semaine de travail de 4 jours? On a envie de voir qu'est-ce que ça ferait, mais on veut vraiment mesurer ça de manière expérimentale. Et c'était tout à son honneur. On a vraiment développé avec des collègues chercheurs un protocole assez contraignant. On avait vraiment fait un suivi qualitatif et quantitatif de cet impact. Donc pour les employés, Welcome to the Jungle allait mettre en place une semaine de 4 jours pendant quelques mois, avec la perspective que ça devienne leur fonctionnement quotidien.
C'était genre pour que ça reste. Il faut que je vous explique un peu qu'est-ce que ça veut dire une semaine de 4 jours. Une semaine de 4 jours, c'est pas la boîte est ouverte 4 jours sur 5. Parce que, évidemment, ce serait très problématique pour leurs clients. Imaginez que vous êtes client d'une boîte et vous avez besoin de quelque chose jeudi, et en fait, la boîte est fermée jeudi. Ce serait un peu compliqué pour eux, ils vont perdre en compétitivité, etc. La semaine ouverte 5 jours, mais les employés bossent 4 jours et ils s'arrangent pour qu'il y ait des gens tous les jours. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'une semaine de 4 jours est payée 5 jours. Si vous faites une semaine de 4 jours et vous payez 4 jours, c'est pas une semaine de 4 jours. C'est à 90%, à 75%, ça existe déjà, vous êtes en train de rien faire. Donc c'est un salaire plein pour un temps de travail réduit qui est complètement invisible au monde extérieur. Si vous êtes client de Welcome to the Jungle, vous allez les contacter, vous ne savez pas du tout qu'ils sont en 4 semaines, en 4 jours de travail. Et c'était ça les 3 conditions qu'on avait décidé ensemble. Que ça ne change rien pour le monde extérieur, que ça n'impacte pas du tout le salaire, et qu'il y ait une sorte de flexibilité de comment faire. Et donc, il y avait 2 boîtes qui suivaient ce projet. Une boîte qui suivait les indicateurs économiques, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Donc, les KPI, je sais pas, il y a plein de sigles et de lettres que je ne comprends pas. Et nous, on était sur l'impact psychologique quelque part. Est-ce que les gens vont mieux s'ils travaillent moins? Si ça se trouve, c'est pas le cas, ils vont pas savoir quoi faire, tous leurs potes sont au taf, eux ils sont là chez eux, ils sont un peu chiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc on a fait ça sur 2 parties. Une partie qui est une évaluation qualitative, c'était important pour nous de faire des entretiens, donc on a identifié un focus group de 20 salariés, si je me souviens bien, des différents départements qu'on a interviewés chaque 2 semaines. Et des indicateurs quantitatifs. On a évalué 5 facteurs avec des échelles psychométriques, donc issues de la psychologie clinique, qui vont évaluer le stress, les facteurs sociaux, la satisfaction au travail, la satisfaction de la vie familiale, et un concept que je vais introduire sous peu qui s'appelle le locus de contrôle. Et on faisait des mesures chaque 3 semaines pendant 3 mois. Et les résultats était assez intéressant. Donc les premiers résultats, c'est ça. Désolé, c'est en anglais, c'est pour un rapport qu'on avait fait en anglais pour le publier. Donc au niveau, donc quand vous avez une barre, pour ceux qui ne sont pas très familiers, c'est que c'est significatif. Quand il n'y a pas de barre, c'est qu'il n'y a pas un changement significatif. Et quand il y a une sorte de, on appelle ça une tilde, c'est que c'est significatif, mais léger. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du stress au travail, il y a une légère augmentation, mais qui est pas très importante. Au niveau de la réponse au stress, on a une diminution, donc on maîtrise mieux notre stress, on est un peu, un peu plus stressé, mais on maîtrise mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la majorité des autres facteurs, il n'y avait pas vraiment de changement. Ça n'a pas vraiment eu un impact. Pour les facteurs sociaux, pas d'impact. Pour la satisfaction de travail, pas d'impact. Par contre, la vie familiale avait une amélioration moyenne. Donc ça, c'est les facteurs généraux. Il faut savoir que là, vous êtes en train de voir à T0, donc juste avant qu'on démarre l'expérimentation, et à T5, donc à la sortie. Vous n'avez pas les mesures de T1, T2, T3, T4, parce qu'il y a eu des fluctuations. Par exemple, au début, quand on a mis la semaine de 4 jours, il y a eu un pic de stress, où les gens ne savaient pas comment est-ce que je vais pouvoir faire le boulot de 5 jours en 4 jours, qui s'est après normalisé. On a retrouvé, et ça c'était cohérent avec la littérature scientifique, on a retrouvé un peu ce qu'on appelle notre baseline, notre ligne de base de notre fonctionnement. On sait en psychologie que si je vous dis, genre, si vous perdez votre taf, qu'est-ce qui va se passer? Vous dites, ah, je vais complètement déprimer. Et en fait, on a une sorte de ligne de base qu'on retrouve, sauf dans des cas très, très extrêmes. Mais le dernier facteur, parce qu'il y a quelque chose qui a changé vraiment très significativement, c'est un concept qu'on a en psychologie sociale qui s'appelle le locus de contrôle. Et le locus de contrôle est un très bon indicateur pour plein d'autres facteurs. Donc le locus de contrôle, c'est quoi? C'est une sorte de continuum qu'on a tous, qu'on sait quantifier avec des échelles, qui va de ce qu'on appelle notre locus de contrôle interne. C'est les choses que vous contrôlez dans votre vie. Combien est-ce que je contrôle le déroulement de ma journée, de ma vie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je peux voir mes enfants? Est-ce que je peux aller faire mon sport, etc. À ce qu'on appelle un locus de contrôle externe. Et le locus de contrôle externe, c'est toutes les choses dans votre vie qui vous échappent. Par exemple, je sais pas, mon locus de contrôle interne maintenant, c'est ce que je vous dis, et mon locus de contrôle externe, c'est ce que vous en pensez. Je ne peux pas vraiment contrôler ce que vous en pensez, mais je peux essayer de dire des trucs qui me paraissent intéressants en espérant vous influencer. Un autre locus de contrôle, par exemple, qui touche au travail, c'est pendant la pandémie, par exemple, il y a un confinement, ça c'est mon locus de contrôle externe.
j'y peux rien, j'ai pas décidé, moi, qu'il y ait une pandémie. Mon locus de contrôle interne, c'est est-ce que je me mets sur Zoom? Est-ce que je travaille de chez moi? Comment est-ce que je fais pour gérer les choses? Et en psychologie sociale, le locus de contrôle est un très très bon prédicteur de la qualité mentale, de la qualité de l'hygiène mentale quelque part sur le long terme. Par exemple, quand on a un locus de contrôle très externalisé, on peut s'exposer à des effets cognitifs qui sont très délétères, comme quelque chose qui s'appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quand je sens que je peux plus rien maîtriser dans ma vie, et c'est très corrélé avec les burn-out, avec la dépression, avec des choses comme ça. Et un locus de contrôle interne, au contraire, est relativement bien corrélé avec une sorte de résilience dans le temps. C'est un facteur de protecteur, justement, de plein de troubles de l'humeur, de plein de troubles anxieux, éventuellement des burn-out, en sachant que les burn-out sont parmi la cause numéro un, ou les troubles anxieux sont parmi la cause numéro un d'impact négatif au travail. Et quand on a mesuré le locus de contrôle sur notre semaine de 4 jours, pardon, et donc c'est vraiment cette sensation, le sentiment de ne pas pouvoir affecter mon environnement, impacte notre action. C'est là où on a vu la meilleure amélioration, qui était là, en l'occurrence, significative. Et ça vous paraît un peu, les scores, j'aurais pu genre jouer un peu pour que vous voyez un histogramme qui monte beaucoup, mais j'aime pas ça, je travaille sur la manipulation des chiffres, donc je vais pas m'y mettre moi. Mais genre une augmentation de 4-5 points sur une échelle de locus de contrôle, c'est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, donc le locus de contrôle interne, c'est les choses que je contrôle. Et le locus de contrôle externe, c'est une variable qui est divisée en deux parties. Les autres, donc ce que les autres me font subir, et la chance, ce que la chance me fait subir. Les deux, je peux pas les contrôler, je peux pas contrôler les autres, et je peux pas contrôler, genre je suis en train d'aller au travail et j'ai un accident de voiture, ou le métro est en panne, c'est un peu facteur plus chance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 4 semaines, après la mise en place de la semaine de 4 jours, le locus de contrôle interne augmente, donc on a un facteur de protecteur, un facteur protecteur, un facteur de protection au niveau du contrôle qu'on peut avoir sur le déroulement de notre journée, et le locus de contrôle externe sur les autres varie aussi. J'ai l'impression que je subis moins comment les autres sont en train de gérer ma vie, et le facteur chance est inchangé. Et donc à partir de cette expérimentation, on a réalisé que, et j'ai pas les chiffres pour le côté productiviste qui s'était maintenu, genre ils ont eu une sorte de petit pic dans la production et puis c'est revenu, et c'était un peu notre intuition. On sait que quand on va au travail, et on sait au niveau des études sur l'attention, sur notre capacité à se mobiliser, que c'est complètement irréaliste de croire que j'arrive au taf à 9h et je pars à 17h et je suis tout le temps en train de bosser. Ça n'existe pas, et les gens qui disent qu'ils font ça, ils sont soit de mauvaise foi, soit, je sais pas, il faut qu'ils revoient leurs priorités dans la vie. Et donc on savait qu'on allait pouvoir, qu'au niveau de la production, du côté business, qu'il n'allait pas y avoir de gros problèmes une fois que les rythmes ont été mis en place, mais on n'était pas sûr sur la psycho, parce que moi, par exemple, mes hypothèses, c'était que tout allait rester la même, parce qu'on est une espèce assez résiliente, et c'est pas genre ce genre de truc qui va faire bouger des scores comme ces échelles, que j'utilise souvent avec mes patients, donc j'étais assez familier avec ces outils, mais on était très agréablement surpris par ces résultats, parce qu'encore une fois, c'est de très bons, on appelle ça des méta-mesures, c'est des très bons méta-concepts qui sont de très forts facteurs de prédiction. Donc, la semaine de 4 jours semble être une bonne idée quand c'est possible. Et ils avaient mis ça en place et c'était parti pour rester. Après, locus de contrôle externe, il y a eu Covid, et donc ils ont dû retravailler tout ça. Donc ça, c'est pour le rythme de travail. Encore une fois, on n'a pas vraiment une raison d'être à 5 jours de travail. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, par exemple, à Baltimore, aux États-Unis, tout le département est en train d'essayer de se mettre à la semaine de 4 jours. Je ne sais plus c'était quelle ville. Il y a une ville dans un des pays nordiques, j'ai oublié lequel, qui s'est mise maintenant, toute la ville est à la semaine de 4 jours. Et on voit que ces effets que nous, on avait vus dans une seule boîte de manière préliminaire sont en train d'être répliqués sur ces grosses distributions d'humains quelque part. Donc ça, c'est pour le rythme. Puis il y a la forme. Et effectivement, la forme aussi est quelque chose qui est important. Donc aujourd'hui, on a plein de différents formats. On a le télétravail, le flex office, le remote office, etc. Et là aussi, on a eu quelques expérimentations intéressantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les humains, on est ce qu'on appelle une espèce sociale. On est des animaux sociaux, on fonctionne grâce à l'autre.
C'est un mythe total de se dire moi je m'en fous des autres, etc., etc. On travaille, on fonctionne avec les autres et quand on les voit pas, il y a un effet en psychologie qui saute, qui est très très important dans notre cognition sociale, et qu'on appelle l'attention conjointe. Et l'attention conjointe, c'est quoi? C'est par exemple si je regarde au plafond, vous allez pouvoir suivre mon regard et regarder au plafond aussi. L'attention conjointe, c'est ce que des humains partagent quand ils sont dans un espace physique commun. Oui. Il y avait eu quasiment pas de changement. Je les ai quelque part sur mon ordi, je les ai pas mis parce que je les maîtrise pas. Et donc si quelqu'un me dit c'est quoi ce XPQ, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas ça n'avait pas changé grand chose pour eux. Il y a eu une sorte de chute initiale, le temps que tout le monde se réorganise, etc. Et puis il y a eu de gros parce que quand on a mis la semaine de 4 jours, il fallait décider c'est quel jour que les gens peuvent rater. Évidemment, si on met par exemple le vendredi, tout le monde va le vendredi. Si on met le mercredi, toutes les personnes qui ont des enfants, c'est le mercredi. Donc ils pouvaient choisir entre le mardi et le jeudi. Parce que le lundi, genre, tout le monde essaye d'avoir un week-end plus long. Mais ils ont eu la même chose qu'on a eu nous avec nos mesures de stress, c'est-à-dire une sorte de baisse de régime initial, le temps que tout le monde s'adapte. Et puis ils ont retrouvé la même chose. Et c'était logique, parce qu'encore une fois, ça changeait rien pour leurs clients. Donc il n'y avait aucune raison que ça modifie quoi que ce soit. Euh, donc si on revient à l'attention conjointe, donc l'attention conjointe, c'est quelque chose qui se met en place quand je partage un espace physique en commun. C'est tout ce c'est quand on parle par exemple, enfin c'est proche, c'est pas le même concept, mais quand on parle euh, euh, de la communication non verbale, voir si quelqu'un a l'air d'être énervé de moi, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les temps faibles des échanges sociaux. Le mot faible est mal choisi, mais je vous expliquerai pourquoi on appelle ça comme ça. C'est par exemple, je me lève pour aller me faire un café. Et je demande à ma collègue ou à mon collègue, est-ce que tu veux que je te ramène un café avec moi? Euh, J'arrive au boulot et je dis, ah, hier j'ai vu une série cool, euh, peut-être que tu voudrais la regarder. Et tous ces échanges informels contribuent à la cohésion du groupe social. Le problème, c'est avec le télétravail, tout ça, ça saute. On l'a vu, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur le télétravail avant Covid. Et donc, on peut comparer le télétravail choisi versus le télétravail subi. On revient à cette notion de locus de contrôle. Et c'est pas du tout les mêmes conséquences quand mon locus de contrôle interne me dit j'ai envie de me mettre en télétravail, donc je le choisis, versus quand c'est mon locus de contrôle externe qui dit bah, il y a une pandémie, il faut qu'on se mette tous en télétravail. C'est pas du tout les mêmes conséquences psychologiques et la manière dont on aborde le problème. Mais le problème principal du télétravail, c'est justement quand il n'y a pas cette attention conjointe. Et comme je vous disais, on a essayé au début de la pandémie de faire des apéros Zoom, de genre on se connecte tous à 17h et on boit un verre ensemble et on parle de tout et de n'importe quoi. Et ça a marché genre pendant une semaine, 2 semaines pour les plus téméraires. Et après c'est parti. Et donc ce qu'on voit dans le télétravail, c'est que on se connecte, on parle juste du travail et puis on se déconnecte. Et ça marche bien si on se connaît très bien, si ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, on a beaucoup d'informations, ça se passe relativement bien. S'il y a un souci, on se connaît, on a nos numéros de téléphone, je peux vous envoyer un texto, on peut s'appeler, etc. Mais le danger, c'est quand vous avez des boulots qui nécessitent de la collaboration et que les gens ne se connaissent pas vraiment. Par exemple, vous voulez recruter de nouveaux membres qui vont bosser pendant 2, 3 mois dans une boîte sans avoir jamais rencontré les autres membres de leurs équipes. Et là, on tombe dans quelque chose qu'on appelle la réduction de l'ambiguïté, dont je parle d'ailleurs dans mon podcast. Par exemple, on a commencé à avoir des sortes de frictions interpersonnelles sur des choses aussi banales que ça. Un mail qui se termine par merci point versus un mail qui se termine par merci et 3 points d'exclamation. La personne qui reçoit le premier mail peut passer 1 heure à psychoter, genre qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, pourquoi il est énervé contre moi? Et la personne qui reçoit le deuxième mail se dit chouette, j'ai super bien fait mon boulot. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'interaction sociale, il y a tout le temps ce qu'on appelle une ambiguïté. Par exemple, je vous regarde, vous me regardez, je ne sais pas si vous pensez que ce que je dis est intéressant ou pas. Moi, je fais ma thèse sur la phobie sociale, et dans la phobie sociale, donc c'est la cognition sociale, c'est réduction de l'ambiguïté, où je me dis que, je sais pas, vous avez les bras croisés parce que vous pensez que ce que je dis est inintéressant. Si je suis anxieux, c'est ce que je vais me dire. Alors mon cœur qui s'accélère, je commence à suer, et peut-être je cours, je m'enfuis. Inversement, imaginez que moi je suis quelqu'un qui est très arrogant, je vous regarde, vous me regardez et vous avez les bras croisés, mais je me dis qu'en fait vous avez les bras croisés parce que vous êtes hyper concentré sur les lumières qui sortent de ma bouche, parce que vous êtes hyper impressionné par mon talent.
Et entre ces deux extrêmes où je pense que vous pensez que je suis nul et je pense que vous pensez que je suis brillant, vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes a priori, c'est ma personnalité. Et plus on monte en ambiguïté, et plus on commence à voir le monde plutôt tel que nous sommes, pas tel que les autres le sont. Avec le télétravail, c'est ça un peu le problème, c'est que moins on a de l'information et plus on a de l'ambiguïté, plus il y a de l'ambiguïté et plus on interprète et plus on peut projeter. Donc je peux décider que cette personne m'aime pas, que cette personne m'aime bien, qu'on s'entend hyper bien, que je peux être hyper familier avec cette troisième personne, alors que peut-être que c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai énormément d'informations que j'ai perdues du simple fait de ne pas partager un espace physique commun, et ça va mener à des erreurs, et ces erreurs sont très particulières, parce que c'est des erreurs qu'on appelle des erreurs non détectées. Donc vous allez avoir plein de problèmes qui sont en train de se développer un peu sous la surface, et vous allez les réaliser qu'une fois que c'est trop tard quelque part. Et donc tout devient une question de dosage. Il faut essayer d'éviter, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le biais de la solution parfaite, qui est le piège dans lequel plein de boîtes sont tombées quand il y a eu cette vague de mode de l'entreprise libérée, où tout le monde voulait libérer l'entreprise sans se questionner de est-ce que ce format est adapté à mon travail. Et aujourd'hui, on sait que le télétravail peut être un super outil et peut être un enfer selon ce que vous faites. En gros, au niveau du format de travail, autant sur les rythmes, on pense que la majorité écrasante des entreprises pourrait très facilement passer à une semaine de 4 jours avec des conséquences relativement limitées. Encore une fois, il faut se rappeler que quand on dit semaine, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez mal compris quand je fais ce genre de conf, une semaine de 4 jours, c'est pas l'entreprise qui est ouverte 4 jours. On n'est pas en train de changer les rythmes de la société. On est en train de changer les rythmes du travail. Et je sais que les entreprises aiment toujours confondre ces deux, considérer que le rythme des entreprises, c'est le rythme de la société, mais c'est pas vrai. Et donc nous, on n'est pas en train de modifier le rythme des entreprises, on est en train de modifier le rythme de travail des salariés, et donc c'est important de les séparer. Et donc il faut éviter de retomber dans le même piège où je me dis, ah bah moi je vais être un peu avant-gardiste, je vais mettre tout le monde en télétravail alors que c'est pas du tout adapté à mon métier. Et il faut adapter le format au contexte. Si vous êtes une boîte avec plein de graphistes et chaque graphiste bosse sur son projet dans son coin, bah, tout le monde peut être en télétravail ad vitam aeternam, il va rien se passer. Par contre, si vous êtes une boîte qui gère des projets où il faut que 6, 7, 8 personnes bossent ensemble de manière synergique, et ils se voient jamais et ils se connaissent pas, bah vous allez droit vers le mur. Et donc c'est important de savoir quand est-ce que ces outils, je peux les utiliser. Est-ce qu'un flex office peut être très utile une fois qu'on a fait le point et chacun doit aller travailler sur ses briques, et c'est loin pour moi, bah autant que ça soit plus utile et restituer le locus de contrôle interne des personnes en attendant. Et donc, le format est dépendant, on appelle ça context dependent, c'est dépendant du contexte, et c'est pas l'outil en tant que tel qui a ses effets, contrairement au rythme de travail qui, lui, semble être quelque chose qu'on peut systémiser de manière beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un peu notre première partie. Est-ce qu'il y a des questions sur les rythmes avant qu'on passe sur les perspectives, les attentes et ce qu'on appelle la méritocratie? Oui. Ouais. Avec un rythme de 4 jours de travail. Enfin, ça pourrait aussi être intégré. Une semaine de 6 jours, c'est-à-dire... L'entreprise est ouverte 6 jours avec toujours que 4 jours. Ça, on c'est peut aussi- imaginer des entreprises qui ferment pas. Oui, Genre aussi, ça, oui. la question, c'est comment est-ce qu'on trouve le point d'équilibre entre l'entreprise et les salariés. Parce que, par exemple, imaginez une entreprise qui ne ferme pas, mais qui veut que les salariés passent à 4 jours de travail par semaine. Elle aura besoin de recruter plus. Parce qu'une des raisons principales de pourquoi on veut faire bosser les gens le maximum, c'est pour éviter de ramener d'autres personnes. Parce que ça augmente les charges, ça augmente les salaires, etc., etc., etc. C'est pour ça que parfois, on paye une heure supplémentaire ou des heures supplémentaires, mais on ne recrute pas une personne en plus. Les fameux... on ne remplace pas les départs à la retraite ou des choses comme ça. Oui, on peut imaginer des entreprises qui bossent 24 heures sur 24 tant qu'on respecte le rythme social des gens. C'est vraiment deux questions qui devraient être décorrélées et qu'on mélange trop souvent. On fait genre si l'entreprise est ouverte, donc tout le monde doit être là tout le temps. Et c'est pas vrai, on peut recruter plus de gens, on peut faire plein de choses. On pourrait gérer ça, mais oui, absolument. Et donc, oui. Oui. Merci. Le Covid a fait passer en 5 jours et je voulais savoir qu'est-ce qui faisait que le confinement avait fait passer en 5 jours Welcome to the Jungle alors que ça aurait peut-être pu marcher en 4.
Parce que toute la dynamique de leur travail a changé. Il faut savoir que Welcome to the Jungle est une boîte qui fait plein de choses. Donc, ils aident au recrutement. Ils ont aussi des productions vidéo, des productions, etc. Donc, toute cette partie, déjà, c'était plus vraiment possible de filmer des choses au début, en tout cas. Il faut savoir que Covid, on en parle comme si c'est un truc, mais il y a eu plusieurs phases. Genre, au début, une phase d'incertitude très importante. Le premier confinement qui a été relativement, j'ai des chiffres, je peux vous les montrer après, qui a été relativement bien vécu. Les gens étaient contents de se relaxer un peu, de rester chez soi. Deuxième confinement qui était très mal vécu. Et donc, il fallait aussi s'adapter à toute cette nouvelle réalité. Et donc, ça a juste complexifié le truc. C'est tout. Je pense que si ça faisait 3 ans, il faut savoir que ça faisait à peine quelques mois qu'ils s'étaient mis en semaine de 4 jours. Quand Covid a commencé, je pense qu'on était en 2019 et Covid c'est 2020, un truc comme ça. Je pense que si ça faisait 10 ans qu'ils étaient en semaine de 4 jours, ça aurait pas eu un impact. Mais c'était un peu trop de changements et trop de choses à prendre en compte. Là, je sais plus, je sais pas en fait. Il faudrait que je demande. Je pourrais demander. J'y ai pas pensé. Je pense que là, ils avaient fait une autre expérimentation sur le télétravail et justement ces notions de contexte, etc. Euh, je sais pas. Il faudrait que je demande. Je pense qu'ils sont repassés à la semaine de 4 jours. Il faudrait que je vérifie. Et donc, on a vu la forme, on peut voir la perspective et ce qu'on appelle le récit méritocratique. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, bien Excusez-moi. sûr, désolé. Merci. Moi, je me demandais, donc 4 jours, et est-ce que les personnes travaillaient autant d'heures Oui. ou moins? Autant. En fait, c'était ça le deal. Donc, par quelque jour, part. autant C'était ça d'heures le par deal. jour qu'avant? Parce que, encore une fois, si on fait 4 jours 4 jours de travail, mais tout le monde reste jusqu'à 20 heures, ça compte pas. En fait, le salaire est maintenu et les heures de travail sont réduites. Donc, c'était la même chose, mais une journée en moins. Ok. Donc, on n'a pas augmenté, on n'a pas diminué. Parce qu'il y a des formats qui disent on peut garder 5 jours, mais tout le monde bosse jusqu'à 14 heures, par exemple. Et en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que on n'en sait rien, parce que ça a été choisi de manière quasi aléatoire. Genre, il n'y a pas eu, c'est pas une approche qu'on appelle evidence-based, c'est pas basé sur des preuves. On s'est jamais dit quel rythme social serait le meilleur pour trouver le juste équilibre en pouvoir faire fonctionner une société, parce qu'on oublie parfois que le boulot, le but, c'est de faire fonctionner une société, mais avoir une qualité, une hygiène mentale qui soit adéquate, une qualité de vie aussi sociale, familiale, etc. On a les mêmes problèmes, c'est un autre sujet, si un jour ça vous intéresse, on pourra faire une conf dessus, c'est le même sujet dans l'éducation. Il n'y a pas de raison, personne ne sait quelle est la meilleure manière d'apprendre. C'est juste, ça a été fait et ça a été développé un peu sur le tas, qu'on envoie les enfants au même moment où les parents sont au taf. On a appelé ça l'école. Et donc, sur la méritocratie, là aussi, c'est un peu problématique, mais encore une fois, le but, c'est pas de dire « ah, ça n'existe pas », mais c'est d'essayer d'étayer avec un cas théorique derrière. Et souvent, le récit, le rêve un peu méritocratique, ça suit cela. C'est que si quelqu'un développe ses compétences, il a accès à une meilleure éducation, et avec une meilleure éducation, on trouve un meilleur boulot, et on appartient à une meilleure, entre guillemets, une classe sociale plus aisée, pour pas utiliser des mots comme meilleur et pas meilleur. Donc ça, c'est un peu... En théorie, genre si je travaille dur, qui veut peut, si je travaille dur, j'étudie, genre on dit aux enfants, si tu étudies, tu as de bonnes notes et tu vas avoir une meilleure perspective dans ta vie. Tu auras plus de choix, tu pourras être plus confortable, être plus à l'aise dans la manière dont tu vas vivre ta vie d'adulte. Mais quand on regarde les faits, par exemple, j'ai pris quelques titres de revues anglaises et je traduirai pour ceux qui ne parlent pas anglais. Par exemple, on a découvert qu'à Florence, les richesses sont dans les mêmes familles depuis 600 ans. Donc, vous regardez les déclarations d'impôts de Florence il y a 600 ans et vous retrouvez les mêmes patronymes. Et c'est vraiment indépendant de la culture, parce que nous sommes des animaux sociaux. Les familles des samouraïs au Japon sont ceux qui gouvernent le Japon aujourd'hui. Aux États-Unis, la population, 90% de la population d'en bas, donc si on enlève les top 10% aux États-Unis, ont exactement les mêmes richesses qu'en 1986. Et enfin, l'exemple le plus impressionnant pour moi, c'est une étude, donc vous voyez ça à gauche, où c'est écrit Surnames and Social Mobility in England. En Angleterre, c'est les mêmes patronymes depuis, je pense, 24 générations, de 1170 à 2012. Les richesses sont maintenues dans les mêmes cercles sociaux
avec des changements de l'ordre d'une corrélation de 0,2 à 0,6% qui peut prédire la mobilité sociale. Et donc, clairement, la notion d'ascenseur social ne marche pas vraiment. Pour des raisons qu'on pourrait comprendre, hein. Je ne suis pas là pour taper et dire « Ah, les gens monopolisent les richesses, etc. » Quand on y pense de manière naturaliste, entre guillemets, si moi j'appartiens à une classe sociale aisée, et du coup je suis un peu en haut de la pyramide hiérarchique du monde du travail, et j'ai mon pote qui a son fils qui cherche du travail, évidemment que je vais l'embaucher à lui parce que je le connais. Mais il y a une différence entre les relations sociales et le favoritisme, les relations sociales, etc. Et surtout, quand on crée une société, encore plus une société démocratique, on devrait avoir des mesures systémiques qui s'assurent, qui viennent contrebalancer nos habitus, les habitudes qu'on a en tant qu'humains. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas dire aux gens, tu n'as pas le droit d'être pote avec lui parce que vous êtes tous les deux riches. Ce serait un peu absurde. Mais en tant que société, on n'a pas mis, de toute évidence, on n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour être cohérent entre le récit qu'on vend et la réalité des choses. Parce que dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que la classe sociale détermine la qualité de l'éducation qui va déterminer vos compétences. Donc, pas du tout, c'est un peu l'inverse de ça. C'est pas on bosse dur, etc. C'est quand vous êtes né, si vous êtes plutôt bien né, vous avez plus de chances d'avoir de meilleures compétences parce que notre cerveau est un organe qui fonctionne comme nos autres organes. Donc pour qu'un cerveau fonctionne bien, il ne faut pas juste avoir une bonne qualité éducative. Il faut aussi avoir un bon environnement de sommeil. Il faut avoir pas genre un environnement calme à la maison, bien manger, pouvoir faire de l'activité physique. Parce que souvent, on pense juste à, par exemple, quand on fait des lois sur l'éducation, sur l'égalité des chances et tout ça, on se dit, on va donner accès à des personnes, par exemple, de milieux défavorisés, à des écoles top niveau. Mais ça, c'est vraiment genre, c'est limite peut-être pire, parce que comment est-ce que moi, je vais pouvoir suivre la cadence quand je rentre chez moi et mon environnement familial est complètement délétère, je dors dans un environnement insalubre, etc., etc., etc. C'est vraiment un truc généraliste. Il faut penser le cerveau comme une... C'est comme si, en fait, je fais courir deux personnes. À une personne, je laisse les jambes avec 10 kilos et je me dis, il court moins vite. Il y a une sorte de réalité biologique à cause des systèmes dualistes, mais ce serait trop long de faire cette tangente. On a séparé le corps de l'esprit et aujourd'hui, on continue à faire ça. C'est juste qu'on a remplacé l'esprit par le cerveau. On dit il y a le corps et le cerveau. Mais en fait, c'est la même chose. Ces systèmes ne font pas du tout état de la réalité biologique qu'on observe dans nos recherches sur le fonctionnement de notre cognition en neurosciences. Et qu'il faut prendre une vision beaucoup plus, on appelle ça la cognition incarnée, c'est-à-dire ma cognition n'est pas juste dans mon cerveau, mes compétences intellectuelles ne sont pas juste dans mon cerveau, elles sont dans mon cerveau qui dépend de mon corps, qui dépend de mon environnement. Et tant qu'on ne prend pas en compte ce triptyque, cerveau, corps et environnement, et on se dit on va juste agir sur le cerveau en donnant accès à une éducation de meilleure qualité, ça ne va quasiment jamais marcher. Certaines personnes opposent au fait que quand on dit que la méritocratie pour le moment est une sorte de mythe, ils disent oui mais regarde, genre X, il est parti de rien et il est arrivé quelque part. Et en science, on appelle ça le biais du survivant. Et donc ce serait pas mal que je vous l'explique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est une histoire de, je ne sais plus si c'est la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où les avions militaires revenaient et on voyait genre les points rouges que vous voyez devant vous, c'est où les avions étaient criblés de balles. Et un ingénieur de l'armée s'est dit il faut qu'en fait qu'on renforce les zones qui ont été touchées par les balles. Et une autre personne qui, elle, connaissait le biais du survivant, il disait absolument pas en fait. Ce qu'il faut renforcer, c'est les zones où il n'y a pas de balles. Parce que les zones où il n'y a pas de balles, c'est probablement l'endroit où l'avion a été touché et il n'a jamais pu revenir. Là, vous avez juste les survivants. Et donc ça, c'est les avions qui ont pu revenir. Et donc si vous êtes en train de renforcer ici, ça ne change rien sur tous les avions qui ne reviennent pas. En gros, on compte juste les avions qui reviennent et on oublie tous les avions qui n'ont pas pu revenir, qui ont probablement été touchés à l'hélice, au moteur, ou coupés l'aile, ou je ne sais pas comment on appelle ça, l'arrière de l'avion. Et c'est un peu la même chose en psycho, c'est que quand on veut genre vendre un peu le récit de la méritocratie, on va dire, je ne sais pas, regardez Bill Gates, il est parti de rien, ou tu vois Bernard Arnault ou Pinault, etc. Mais en fait, on oublie de regarder toutes les personnes qui bossent très très dur et qui sont arrivées nulle part.
Donc on a ce qu'on appelle un biais du survivant. On regarde juste ceux qui ont réussi, donc le 1%, et on oublie toutes les personnes qui ont démarré leur entreprise dans le garage de leurs parents pour faire dans le rêve américain et qui sont encore au garage de leurs parents. Et donc en anglais on dit count the hits, not the misses. On compte juste les succès et pas les échecs. Mais quand on regarde d'une manière plus globale, on voit que d'un point de vue probabilistique, encore une fois, si vous êtes né dans une classe sociale supérieure, de manière probabilistique, vous avez infiniment plus de chances de conserver votre statut social, et il y a l'exception de certaines personnes qui ne le font pas. Et si vous êtes né dans des classes sociales précaires, voire moyennes, vous avez infiniment plus de chances d'y rester que d'accéder aux classes sociales supérieures. Et encore une fois, c'est un raisonnement probabilistique. Vous pouvez trouver des contre-exemples, mais vous êtes dans un biais du survivant. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est dangereux? Genre, au final, dire aux gens qui veut peut, pourquoi est-ce que c'est si grave que ça? Au pire, les gens bossent dur et n'y arrivent pas, mais au moins ils bossent dur. Si je veux vraiment être cynique, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire aux gens, genre, bossez pas trop? Et l'ambition, on en fait quoi? Mais il y a un danger. Il y a un danger au récit méritocratique, c'est que notre cerveau est un organe comparatif, et on va parler dans notre dernière partie. C'est que notre cerveau est comparatif et il faut prendre en compte ce qu'on appelle la cohérence systémique. C'est que quand vous dites à des gens bossez dur, vous allez y arriver, et le retour du réel, c'est qu'ils n'y arrivent pas, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, et ça risque de créer ces incohérents, on appelle ça des incohérences systémiques. Les injonctions paradoxales, c'est quand vous dites à une personne quelque chose et son contraire, et du coup elle est dans une sorte de paralysie. Et l'injonction paradoxale méritocratique, c'est quand on dit à quelqu'un genre bosse dur, tu vas y arriver, elle n'y arrive pas. Le danger, c'est un délitement de la confiance. Et la société, encore une fois, en tant qu'humain, on travaille beaucoup sur déléguer. Chacun de nous a des ressources cognitives très limitées. On a besoin de déléguer aux uns aux autres pour pouvoir fonctionner. J'ai délégué à quelqu'un la fabrication de mon ordi, il me délègue peut-être sa santé mentale, etc. Et ça fonctionne d'un point de vue de la confiance. Par exemple, le raisonnement critique, moi je travaille sur le raisonnement critique, une des pires choses qu'on pourrait dire en raisonnement critique, c'est pense par toi-même. On a besoin de penser avec les autres. Bachelard disait, pense contre ton cerveau. Et quand il y a un délitement de la confiance, on n'a plus vraiment envie de bosser ensemble et c'est tout le reste qui risque de s'effondrer. Et c'est là où on retrouve, encore une fois, ces incohérences systémiques. Donc le danger du récit méritocratique n'est pas juste genre le récit, mais c'est aussi les conséquences que ça a de la manière dont on se perçoit les uns les autres. Donc du coup, évidemment que moi, je ne vais pas faire confiance, je sais pas, au patronat quand ils me vendent un rêve et le réel me renvoie à un récit négatif. Et le risque, c'est de devenir cynique et de perdre tout capital de bienveillance ou de confiance qu'on aurait pu développer ensemble. Parce que quand on agit, on suit un peu ce schéma. C'est-à-dire, une fois que je suis exposé à une information, c'est une connaissance. Comment j'intègre les connaissances ensemble, c'est une croyance. Une croyance sur laquelle je veux agir, c'est une intention. Et une intention que je peux manifester dans le monde, c'est une action. Et il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger sur ces différentes étapes. Par exemple, entre l'intention et l'action, on a quelque chose qu'on appelle le trou intention-action. Une forme de trou intention-action que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Je me dis, je vais me mettre, je sais pas, au sport et je le fais pas, etc. Et ce schéma est hyper simplifié parce qu'en réalité, il ressemble à ça. Il y a ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle entre eux. Et du coup, si moi je me dis, je vais bosser dur parce que j'ai la croyance méritocratique, je vais mettre en action pour réussir et après, je ne réussis pas, ça a des boucles de rétrocontrôle sur mes futures croyances, la manière dont j'acquiers de la connaissance et mes prochaines intentions. Et ces boucles de rétrocontrôle, on ne les prend pas assez en compte. On pense que tout fonctionne de manière séquentielle. Genre, on va dire aux gens, bosser dur, ils vont bosser dur, et s'ils n'y arrivent pas, tant pis, ça s'arrête là. Mais en fait, non, ça va impacter tout le reste, et on ne prend pas en compte ce qu'on appelle cette cohérence systémique. Et donc, il y a le risque de délitement de la confiance. Et ça, c'est ma deuxième partie sur le contenu, un peu, genre la cohérence. Et avant qu'on arrive sur la dernière partie, qui est le sens au travail, parce que je suis très en retard, mais j'ai l'habitude, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que je pense que la session de questions-réponses va être écourtée. Avant qu'on arrive à la dernière partie, qui est le sens. Genre le sens au travail et le fait que les gens ne veulent plus bosser et que tout le monde a du mal à recruter, parce que tous les gens sont flemmards, ils ne veulent rien foutre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce segment avant qu'on arrive? On va arriver à la fin. On fait quoi? Mais je suis pas sûr qu'on va être très content. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc le sens,
sur le matérialisme et le paternalisme en entreprise. On a vu une nouvelle vague récemment, sur les 10 dernières années, où la place du sens au travail a pris un peu une sorte de place prépondérante. Euh, Si on revient à notre schéma, quand je prends une décision, j'ai l'intention, l'action, et mon cerveau est en train d'évaluer comment est-ce que je navigue tout ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le travail, c'était sur des critères souvent de salaire, genre est-ce que je suis bien payé, et de logistique. Est-ce que c'est très loin de chez moi? Est-ce que c'est de longues heures? Est-ce que je suis bien traité? Et ça s'arrêtait là. Le travail était une sorte de manière pour dégager les ressources, notamment les ressources en argent, pour pouvoir faire autre chose. Et récemment, il y a eu une sorte de mélange. Sans doute, certains sociologues pensent que c'est sans doute dû aussi au fait que nos outils, maintenant, notre travail est tout le temps avec nous. Genre avant, il y avait une sorte de barrière physique. Je rentre chez moi, bah, c'est fini. Personne ne va m'appeler sur mon fixe. Dire salut Albert, c'est ton patron. Est-ce que tu peux écrire un courrier et l'envoyer par la poste pour ce soir? C'était un peu absurde. Alors que là, je peux recevoir un WhatsApp ou un mail avec dans le titre urgent, urgent, urgent. Et donc, il y a eu une sorte les barrières entre ces deux sphères ont commencé à s'effondrer. Donc, on a commencé à se dire, bah, comment est-ce qu'on va faire? Et il y a eu cette notion de sens de travail. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Genre, c'est pas mal d'avoir une sorte de sens dans sa vie pour ceux qui le souhaitent. Mais le danger, c'est que très vite, beaucoup d'entreprises, notamment c'est des mouvements qui nous viennent des États-Unis, qu'on appelle souvent des mouvements de développement personnel, se sont dit, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en charge, nous, le sens du travail? Au lieu que chacun, là aussi on revient à cette notion de locus de contrôle, pourquoi est-ce qu'on n'externalise pas le sens du travail et qu'on le prenne nous en charge? Donc on a vu des entreprises qui ont commencé à mettre en place des exercices de yoga au travail, des baby-foot, des cantines bio, etc., vegan, machin. Mais on ne s'est pas posé une question centrale. C'est est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'occuper de moi? Alors, je suis un adulte, a priori, majeur et vacciné. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi? Donc, je vous ai dit au début, moi, je suis psychologue. Et j'ai eu plein de boîtes, qui m'ont contacté plein de fois pour me proposer d'être, par exemple, sur une plateforme de thérapeutes pour leurs salariés. Qui se disent, en fait, nos salariés vont mal parfois, on a des problèmes de burn-out, on a des personnes qui vont mal, qui sont déprimées indépendamment du travail, on veut les aider, Albert. Est-ce que tu acceptes, genre on a vu ton travail, etc., est-ce que tu as des collègues ou une équipe, est-ce que tu acceptes de prendre en charge nos salariés? Et c'est la boîte qui paye la thérapie. Donc on peut te payer beaucoup plus, parce qu'on a des budgets plus conséquents. Et par exemple, on peut t'acheter sans forfait de psychothérapie, et les salariés peuvent les utiliser, par exemple, 10 séances par personne. Et souvent, je leur dis non, genre, je veux pas. Et ils sont très surpris. Genre, pourquoi on veut faire du bien? Parce qu'encore une fois, il faut jamais... Genre, moi, quand je fais mon travail, jamais je vais attribuer des intentions aux autres. Genre, je pense que tout le monde, en tout cas, ou la majorité des gens, essaye vraiment de faire le mieux. C'est juste que on a des informations incomplètes, on s'y connaît pas en d'autres disciplines, et donc on a beaucoup de mal à voir les effets néfastes de nos bonnes intentions. Pour moi, genre, ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur notre cognition, et je pense que le proverbe le plus vrai qui ait jamais existé, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, le nombre de bonnes intentions qui ont mené en enfer sont vraiment énormes. Et je pense que là aussi, on part sur de fausses bonnes idées. Et pourquoi? Parce qu'il y a en psychologie quelque chose qui s'appelle l'effet Cobra. C'est un autre biais cognitif dont je vais vous parler. Et on ne voit pas les effets Cobra de cette vague de bien-être au travail. L'effet Cobra vient d'une histoire qui s'est déroulée en Inde. Donc je vais vous la raconter. Vu que je suis en retard, autant continuer sur ma lancée. Le gouvernement indien, c'était je ne sais plus quelle région en Inde, avait un problème d'infestation de cobras. Alors il y a eu une infestation de cobras, et ils n'avaient pas les ressources humaines nécessaires pour essayer d'endiguer l'infestation. Et donc ils se sont dit, on va mettre en place un programme citoyen. On va demander aux citoyens de nous aider, et on va mettre en place des récompenses. Oh, vous êtes citoyen, vous habitez dans cette zone. Si vous attrapez des cobras et vous les ramenez au gouvernement, vous avez une prime monétaire. Vous allez être payé, je sais pas, disons 5 euros par cobra. Je sais pas à combien se vend le cobra, mais disons 5 euros par cobra. Donc ils ont mis en place ce programme, et c'était la catastrophe. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi?
Ouais, exactement. Les citoyens ont commencé à élever des cobras pour se faire des sous. Du coup, ils emmenaient au gouvernement plein de cobras tous les jours. Le gouvernement n'avait plus les sous, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les programmes, mais en attendant, les gens avaient des tonnes de cobras chez eux qui étaient devenus complètement inutiles, et donc ils ont relâché les cobras dans la nature. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec tellement de cobras chez eux? Et donc tout a empiré à cause de cet effet cobra. Et l'effet cobra est très présent dans les politiques publiques. Par exemple, en Israël, il y a eu une crèche qui avait les parents qui arrivaient tout le temps en retard, et donc ils se sont dit on va faire payer une pénalité aux parents qui arrivent en retard. Et donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit chouette, c'est un service de crèche étendu, donc ils venaient pas. Et ils disaient je paye, genre 50 euros si je suis en retard 2 heures, je suis au taf, c'est compliqué pour moi, bah, je paye les 50 euros et gardez l'enfant chez vous. Et donc c'était hyper problématique pour le personnel de la crèche qui eux avaient juste envie de rentrer chez eux et ça marchait pas. Et donc le danger de la prise en charge euh, du bonheur au travail ou de la santé mentale au travail, comme par exemple ces forfaits de thérapie payés par l'employeur. La première, c'est que ça réduit le locus de contrôle interne des salariés. Et on a vu que c'est un des meilleurs prédicteurs d'humains qui fonctionnent bien. Euh, la deuxième est vraiment pragmatique. Imaginez que moi, je dis OK, et donc on m'envoie Dominique pour informer fait de 10 séances, et au bout de 10 séances, Dominique va mieux parce que je suis un bon psychologue, mais pas tellement mieux, elle a besoin encore de 10 autres séances. On fait quoi? Elle arrête sa thérapie, elle a maintenant un surcoût qu'elle avait pas calculé dans son budget, donc elle s'endette. Est-ce qu'elle va redemander à son patron qui risque de se dire, ou sa patronne, qui risque de se dire, oula, elle a vraiment de gros problèmes, si en 10 séances ça n'a pas été réglé, c'est un peu problématique. Un autre scénario un peu cobra comme ça, genre au bout de 3 4 séances, Dominique trouve un autre taf et quitte son taf. Qu'est-ce qu'on fait de ces séances? Est-ce qu'il arrête, genre en cours de route? Est-ce qu'elle arrête en cours de route? Et enfin, il y a une sorte de contrat implicite qui vient avec ces baby-foot, cantine, yoga, etc. C'est que ça veut dire genre, boss, tu n'as plus le droit d'aller mal. Alors, pourquoi est-ce que tu vas aller mal si je t'ai mis en place une salle de sieste, etc., etc., que tu es en train de les utiliser. Et là, on retrouve le même problème qu'on a vu dans notre section d'avant. C'est à nouveau le danger des injonctions paradoxales. C'est on dit quelque chose et on fait ce contraire. Par exemple, on dit ah le droit à l'erreur, c'est le droit à l'erreur, le droit à l'erreur. Et quand quelqu'un fait une erreur, on dit mais pourquoi tu as fait une erreur? Genre, on s'attend à de l'excellence. Genre, on est une boîte, nos valeurs, c'est l'excellence face aux clients et tu as raté ça. Et le danger, encore une fois, c'est parce qu'on manque d'informations, de la même manière que ce qu'on a vu avec la communication, c'est plus d'interprétation, une réduction de l'ambiguïté. C'est que au lieu de se dire peut-être que c'est pas une si bonne idée que nous on s'occupe de la santé mentale de nos employés, mais plutôt de leur donner plus de locus de contrôle, on va se dire les gens ne veulent plus bosser. Et sur ce truc, des gens ne veulent plus bosser, j'ai un pote chercheur qui allait regarder dans les journaux de 1894 à 2022. Périodiquement, il y a tout le temps quelqu'un qui dit plus personne ne veut bosser. Tout le temps. Genre 1894, c'est en anglais, mais je le traduis, ça devient apparent que personne ne veut bosser durant cette période. 1905, personne ne veut bosser pour ses salaires. 1916, il n'y a plus de bouffe parce que personne ne veut bosser. 1922, 37, 40, 52, 69, 79, enfin, vous avez la liste devant vous. Et l'éléphant dans la chambre que tout le monde veut éviter, c'est le salaire. Parce que quand ces boîtes m'appellent et me disent est-ce que tu veux qu'on paye les séances de psychologie à nos employés, je leur dis non, mais j'ai une meilleure idée pour vous. Et ils me disent quoi? Je leur dis payez-leur plus et eux ils peuvent me payer directement. Genre eux ils peuvent décider comme des grands garçons et de grandes filles s'ils ont envie de faire une thérapie ou pas, au lieu de devoir passer par vous. Parce que ce qu'on oublie, encore une fois, c'est qu'on fonctionne de manière comparative. Et je pense que pourquoi est-ce que périodiquement, on n'a plus envie de bosser? C'est parce que l'incohérence systémique devient tellement grande que ça nous démotive. Et je vais vous montrer une expérience, parce que tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant, et j'ai presque fini, tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant ne s'applique pas juste aux humains, c'est tous les mammifères, on fonctionne quasiment de la même manière, notre cerveau est prédictif et comparatif. Et là, je vais vous montrer une expérience où on a demandé à 2 singes de faire la même tâche. Et la tâche est très simple, il faut qu'ils prennent de la main de l'expérimentatrice une pierre et qu'ils nous la rendent. Les 2 singes sont aussi des femelles, c'est des singes capucins, et on va leur payer 2 salaires différents pour une même tâche.
À cette singe, on va lui donner un concombre. Alors, comment est-ce qu'on paye de l'argent aux animaux avec la bouffe? Je lui dis, c'est évident. À cette singe, on va lui donner un concombre. Un concombre, c'est 90% d'eau. C'est comme si vous êtes en train de lui donner, je sais pas, 10 euros, c'est un peu nul. À cette singe, on va lui donner des raisins. Les raisins, c'est plein de sucre. C'est comme si vous êtes en train de lui donner, je sais pas, 100 euros. Au début, cette singe va faire sa tâche. Elle va prendre le concombre, elle va le manger, parce qu'elle ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Elle voit que cette singe est en train d'être payée en raisins. Elle va se dire, chouette, je vais avoir des raisins, mais elle va avoir des concombres, et peut-être qu'elle aurait plus envie de bosser. Et regardez. Donc je vais faire la narration. Donc elle prend la pierre, on lui donne le concombre. Elle prend le concombre, elle est bien contente. La deuxième singe fait la même chose. Elle donne la pierre, elle nous la redonne. Et là, elle a un raisin. La première singe voit que la deuxième a un raisin. Elle fait son boulot hyper vite en se disant chouette, je vais avoir un raisin. Mais là, elle a un concombre. Et donc elle dit j'en veux pas. Donc la deuxième singe, elle est bien au chaud. Elle a ses raisins, donc elle se dit bon bah moi j'ai des raisins, donc rien à foutre. La première singe là, juste pour voir, elle se dit peut-être que j'ai mal fait mon taf. Donc elle prend la pierre, elle la tape contre le mur. L'expérimentatrice lui dit non c'est pas toi le problème, c'est moi. Elle lui donne le raisin à nouveau, et là elle veut même plus goûter. Elle dit en fait non, j'en veux pas. Il faut prendre en compte quelque chose qu'on appelle la cohérence systémique. On est dans un monde qui devient de plus en plus mondialisé, donc on a accès à de plus en plus d'informations, et donc ces réductions, on appelle ça la dissonance cognitive. La dissonance cognitive devient énorme, genre je viens au taf et je sais que la personne qui est à côté de moi est en train de faire peut-être en une journée le salaire d'un mois de mon salaire. Et à un moment, je me dis, ben non. Et maintenant qu'il y a de plus en plus on appelle ça en anglais la gig economy, que je peux bosser genre de manière ponctuelle, un peu les boulots à la Uber et tout ça. Les gens se sont dit, en fait, je peux, je sais pas, ouvrir sur TikTok une page et me faire le même salaire sans devoir bosser, parce que la crise de recrutement touche deux secteurs principalement, l'horeca, la restauration, etc., qui ont des salaires très bas comparés à l'argent qu'ils font rentrer et des conditions de travail très difficiles, ou les salaires qui payent très très haut, genre les cabinets de conseil, McKinsey, etc., ils ont beaucoup de mal à retenir leur talent, ils appellent ça comme ça, parce qu'ils payent beaucoup, mais les heures de travail sont complètement dingues. Et ils voient leurs potes, parce qu'encore une fois, ils voient des gens de leur classe sociale qui bossent par exemple dans une start-up, qui sont payés un peu moins, mais encore beaucoup. Genre au lieu d'être payés, je sais pas, 10 000 euros, ils sont payés 7 000 euros, mais ils vont au boulot de 9h à 17h. Ils se disent pourquoi est-ce que je vais bosser le week-end, etc., pour des contrats de 1 milliard, de 2 milliards. Et notre cerveau est mauvais à évaluer les ordres de grandeur. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais 1 million, 1 million d'euros, c'est plus proche de 1 euro que de 1 milliard d'euros. Genre, un millionnaire est infiniment plus proche d'un smicard que d'un milliardaire. Juste pour que vous réalisiez les ordres de grandeur. 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 33 ans. Juste pour mettre ça dans une manière où notre cerveau peut le comprendre. On est en train de comparer 11 jours à 33 ans. Et donc, notre cerveau catégorise, s'identifie et compare. Et quand ces catégorisations, ces identifications et ces comparaisons ne font plus sens, bah, il faut que ça lâche quelque part. Et ça peut soit se manifester par des mouvements sociaux, soit par des démissions, soit par des difficultés de recrutement. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de voir, c'est les trois réponses qu'on voit le plus souvent. Alors que, encore une fois, la solution le plus simple, c'est toujours d'augmenter le locus de contrôle interne, soit de payer mieux les gens, soit de réduire leur temps de travail. Sinon, ça ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du sens du travail? Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas un rôle à jouer. L'entreprise a un rôle de créer un environnement local qui soit sain pour les personnes. Donc, au lieu de mettre des baby-foot, il y a un grand laboratoire de recherche sur le monde du travail chez Google qui s'appelle Rework. Toutes leurs données sont publiques, donc je vous recommande d'aller voir leur boulot. Et ils montrent que ce qui marche le mieux pour qu'une personne soit bien au travail, le premier facteur, c'est de créer ce qu'on appelle une sûreté psychologique, qu'on puisse se sentir dans un environnement sécurisé. Je ne me sens pas tout le temps en danger au travail. La dépendance, savoir que les choses vont se faire, avoir une structure et une clarté, comprendre pourquoi chaque personne est traitée de la manière dont elle est traitée. Et la dernière fois, on m'a invité à une table ronde sur genre combien est-ce que les employés s'identifient au travail. Genre, je ne sais plus comment ils ont appelé ça,
Combien est-ce que je me sens appartenir à une boîte? J'en dis souvent quand vous faites ces tables rondes, genre vous allez jamais aller demander au PDG, est-ce que tu te sens appartenir à la boîte? C'est tout le temps les mêmes personnes. Et c'est important d'avoir une clarté de pourquoi est-ce que ça marche. Le sens, mais pas le sens de ma vie, mais pourquoi est-ce que mon rôle est important dans le cadre de mes collègues et l'impact. Est-ce que ce que je fais a un impact sur comment fonctionne toute la boîte et est-ce que cet impact est vraiment valorisé? Donc il y a un rôle à jouer pour l'entreprise, mais pas le rôle qu'elle est en train de s'attribuer, ce rôle hyper paternaliste, voire maternant, de je vais m'occuper de vos bobos de cœur et m'occuper de votre alimentation, etc., alors que c'est pas ce qui est demandé. Pour finir, parce que j'ai encore 3 minutes, sans les questions-réponses, il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky qui a identifié 3 dynamiques systémiques qui mènent potentiellement à un effondrement du système, à des résultats catastrophiques. Et j'aimerais bien vous les présenter avant de conclure. La première, parce qu'on les retrouve énormément dans les modes de travail actuels et ça peut aussi expliquer certaines des crises qu'on est en train de voir. La première, c'est quand les personnes qui décident ne sont plus du tout impactées par les conséquences de leurs décisions. On appelle ça skin in the game, peau dans le jeu. Donc si moi je suis PDG et je décide, je sais pas, d'un plan social et je vais, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais Amazon, Facebook et Microsoft ont chacune genre licencié 20 000 ou 25 000 employés sur le mois dernier. Si moi, en tant que chef d'une structure hiérarchique, je ne suis pas impacté par les décisions que je prends, ben c'est potentiellement un danger catastrophique parce que je suis coupé un peu des boucles de rétrocontrôle qui vont avoir lieu. Si je veux être genre hyper cynique, je sais pas si je suis le ministre de la Santé et je ferme des lits d'hôpitaux, mais je sais que moi et mes proches, on va toujours trouver un lit d'hôpital parce que je suis ministre de la Santé. Ça peut mener à une situation catastrophique parce que je suis plus impacté par les conséquences. Et c'est très important dans des structures hiérarchiques que le haut de la hiérarchie soit tout le temps impacté par les décisions qu'il ou elle prend et pas qu'il soit à l'abri. On retrouve ce même problème, par exemple, dans le réchauffement climatique. Les gens qui ont la plus de responsabilités dans les causes du réchauffement climatique sont celles qui peuvent le mieux s'en protéger. Donc, ils n'ont aucune motivation de se tirer des balles dans leurs propres pieds. La deuxième, c'est quand on a des informations asymétriques. On revient à cette notion de manque d'information. C'est quand l'information ne circule pas assez bien entre les membres d'une communauté qui a besoin de collaborer les uns avec les autres. Donc, quand c'est des trucs d'opacité, quand on dit, par exemple, on ne peut pas dire ça aux gens, il faut les rassurer. Quand on a du mal à exprimer l'incertitude, notamment par exemple dans la communication politique ou scientifique, quand on va dire qu'on est certain de quelque chose alors que c'est pas vrai, et donc on va devoir genre rebrousser chemin après. Je sais pas, on dit les masques ça sert à rien, puis les masques c'est obligatoire, ça coûte infiniment plus cher en termes de confiance systémique que si je dis je ne sais pas si ça sert à quelque chose parce que c'est un nouveau virus, on va attendre de savoir et on vous communiquera. Donc quand on partage notre incertitude, que quand on a des informations asymétriques, donc je ne partage pas une information parce que j'infantilise l'autre en me disant ah bah ça va trop les angoisser. Si moi je suis capable de supporter une information, si ça se trouve j'ai rien de spécial par rapport aux autres et les autres peuvent le supporter aussi. Et enfin quand on a des problèmes de coordination. C'est par exemple, ça c'est le gros problème, par exemple, de la semaine de 4 jours ou de l'éducation. C'est qu'on sait qu'est-ce qu'on devrait faire. Par exemple, pour l'éducation, on sait quasiment tous que comment on éduque les enfants aujourd'hui, c'est pas top. Tout le monde sait ça, tout le monde est d'accord. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit l'école, ça marche super bien de ma vie. Et j'ai bossé avec le ministère de l'Éducation, au CNRS, avec des éducateurs, avec des profs. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un, même les ministres qui débarquent, jamais entendu un ministre de l'Éducation dire en fait, on fait un super taf, les gars. Euh, euh, et donc, quand un système ne sait plus se coordonner pour résoudre des problèmes, encore, surtout quand la solution est connue. Donc là, on n'a même pas besoin de trouver une solution. On sait c'est quoi la solution, mais on ne sait pas comment la mettre en place. Pour finir, si on doit résumer ces 3 blocs, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des principes fondateurs, donc qu'est-ce qu'on fait? On a des principes directeurs. Je ne suis pas politique, je ne sais pas quoi faire dans les faits, mais je sais dans les principes. La première, c'est augmenter l'agentivité. Donc c'est quoi l'agentivité? C'est ces fameux locus de contrôle interne. Comment est-ce que je peux faire en sorte que chaque citoyen puisse être agent au maximum possible du déroulement de sa vie, que ce soit le déroulement temporel, financier, etc. La deuxième, c'est de créer de plus en plus de cohérence systémique. Et la cohérence systémique, ça ne veut pas dire, souvent on va caricaturiser, on va dire, ah, tu veux que tout le monde soit pareil, etc. Non, mais on peut créer ce qu'on appelle des spreads, des écarts qui soient cohérents.
Il y a par exemple maintenant des entreprises qui sont en train d'essayer d'expérimenter avec ça. Genre la personne qui gagne le plus dans la boîte ne peut pas gagner plus que 10 fois, parfois même 20 fois que la personne qui est payée le moins. Et donc ça crée au moins une cohérence. Si ce n'est pas une cohérence sociétale, c'est une cohérence intra-groupe, on appelle ça, donc au sein de la boîte. Donc si moi je suis PDG et je veux me faire payer, je ne sais pas, 25 000 euros, parce que c'est le fruit de mon labeur, je ne suis pas là pour dire qui doit être payé combien, ben, il faut que la personne qui soit payée le moins dans ma boîte gagne 2500 euros par mois. Sinon, il faut que je vois comment je redistribue les bénéfices de ma boîte, donc la cohérence systémique. Et le dernier point, c'est l'importance de ces boucles de rétrocontrôle, d'être au courant des conséquences des décisions que je suis en train de prendre pour savoir comment est-ce que la dynamique systémique est en train de changer et comment est-ce qu'on peut créer des boucles de rétrocontrôle qui soient plutôt vertueuses au lieu que ce soit des boucles de rétrocontrôle vicieuses. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci Albert Aubecker. 13h32. Merci de votre éclairage et vos propos. Donc si vous avez, on se donne 10 petites minutes de questions. La conférence est enregistrée et sera rediffusée. N'hésitez pas, je vous invite à vous présenter avant de poser votre question ou d'ajouter un propos, une observation. Oui. Merci pour la conférence, Albert, c'était super. Je suis chercheuse aussi dans d'autres domaines et je m'occupe pas mal de qu'est-ce qu'on en fait des jeunes scientifiques qu'on forme. Mais la question qui me taraude ce matin, c'est est-ce que tu aurais des éléments pour m'aider à comprendre sur pourquoi on est capable de faire des grèves énormes pour la retraite qui va arriver dans 10, 20, 30 ans, alors qu'on n'est pas capable de se mobiliser pour aujourd'hui améliorer nos conditions de travail, alors que la plupart d'entre nous sont quand même assez conscients de qu'est-ce qui pourrait changer. Merci pour la question. Ma réponse est plus une sorte d'intuition. J'ai pas de raison peut-être qu'elle est complètement fausse, mais je pense que encore une fois cette notion de skin in the game, de peau dans le jeu est très importante. C'est-à-dire quand vous êtes en train de mettre en place des changements, souvent il y a des personnes qui vont perdre quelque chose pour que d'autres gagnent, parce qu'une grande partie des ressources sont ce qu'on appelle des jeux à somme nulle. C'est-à-dire si j'enlève de quelque part, je ne peux pas mettre ailleurs, parce que c'est pas infini. Le fameux argent magique, tout ça. Je pense que certaines de ces réformes, c'est les personnes qui doivent les prendre seront désavantagées si elles les prennent. Et pour moi, les politiques ont le même cerveau que nous. Genre, c'est la même chose. Souvent, quand on parle des politiques, ou quand on parle du patronat, ou quand on parle des syndicats, ou quand on parle des immigrés, ou quand on en parle comme si on appelle ça les biais d'exogroupe et d'endogroupe. C'est comme si c'est un autre fonctionnement que nous. Genre que les patrons fonctionnent de manière différente d'un syndicaliste, ou d'un immigré, ou de je sais pas qui. Alors que c'est les mêmes règles cognitives pour tout le monde. Et en général, n'importe qui soit politique, médecin, architecte, psychologue, on n'est pas très bon à prendre des décisions qui vont nous désavantager. Quand je dis à Albert, prends une décision qui te désavantage, je dis non. Et c'est là où, pour moi, ce n'est pas des enjeux de responsabilité individuelle. C'est comment est-ce qu'on crée... On a un super outil qui s'appelle les lois. Le but des lois, ce n'est pas juste de créer de l'ordre, c'est aussi de créer ce qu'on appelle de la prédictabilité. Mon cerveau est un organe prédictif dirigé vers l'action, et les lois permettent à mon cerveau de prédire qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer si je fais ci. Et comme ça, tout le monde est au fait de comment ça va marcher, et je peux planifier ma semaine, mon année, ou parfois toute ma vie avec les retraites, etc. Et il se trouve que parfois, par des effets vraiment mécanistiques, c'est-à-dire sans que personne ne prenne en compte tout ça, il y a eu des choses systémiques qui se sont mises en place, qui ne sont pas très très bonnes, et donc on aurait besoin de faire des changements dans ces règles communes. Mais qui va prendre ces décisions? Je pense qu'il y a là une injonction paradoxale dans laquelle on met, en tant que société, on met par exemple le politique. Un politique doit prendre les bonnes décisions, mais aussi par exemple se faire réélire. Et ça, parfois, c'est antinomique. Et donc, moi, ce qui m'intrigue, et un jour j'aimerais bien faire cette recherche, c'est que je pense que quand on se lance en politique, on a de très bonnes intentions. Genre, je me dis, je veux œuvrer pour le bien commun. Mais quand on regarde des personnes qui ont eu 20, 30, 40 ans de carrière politique, très souvent, ils finissent hyper cyniques.
Et je suis très intrigué par cette transformation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Genre, je pense pas que toutes les personnes qui font de la politique sont des cyniques. C'est statistiquement irréaliste. Si je dois penser vraiment en tant que chercheur, c'est irréaliste. C'est-à-dire, toutes les personnes qui se lancent en politique, c'est des cyniques cachés. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment de très bonnes motivations. Et il y a, encore une fois, moi je travaille sur le lien entre l'individu et le système. Et je pense qu'il y a des facteurs systémiques qui font qu'on devient plus cynique, on devient plus dans la réelle politique, quelque chose se tasse. Et j'ai pas les réponses encore pour ça, mais j'aimerais bien un jour l'explorer. Je sais pas quand, si je vais le faire. Mais je pense que c'est intéressant de questionner la psychologie, l'impact sur la psychologie du système politique. On s'intéresse très souvent aux citoyens, genre on me contacte plein de fois on veut comprendre le comportement citoyen, sur l'abstention, on veut comprendre le comportement citoyen sur ça, sur ci, sur le climat. Je fais partie d'un laboratoire, on travaille sur la transition écologique, etc. Et très rarement, on nous contacte en nous disant on veut comprendre le comportement psychologique d'un ministre, ou d'un député, ou d'un chef de région, ou d'un PDG. Et je pense qu'il y a un terrain très fertile de recherche où on pourrait tous gagner et peut-être sortir de ces catégorisations, identifications qui peuvent être très très caricaturales, qu'on peut avoir, qu'on peut avoir les uns sur les autres selon les catégories qu'on découpe, comme par exemple le patronat, les syndicats, le politique et le citoyen, etc., etc. Je pense que la manière dont on découpe le monde, donc ces catégorisations, on est tous en train de découper le monde, on peut découper par âge, par genre, par classe sociale, etc. Mais la manière dont on découpe impacte l'identification et la comparaison, et je pense qu'il y a pas mal de trucs potentiellement intéressants à faire là-dessus. Oui. Bonjour, Bernard Bonnet d'Imaginella. Est-ce que vos études, vous avez eu l'occasion de porter sur des gens qui ne comptent pas leur temps? Je pense notamment aux artisans, aux auto-entrepreneurs, au monde agricole, des gens qui font entre 50 et 80 heures par semaine et qui travaillent souvent 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Comment ils fonctionnent par rapport à vos études? Alors, il y a quelques études qui ont été faites sur ça, mais c'est très difficile parce que, par exemple, quand on parle du régime auto-entrepreneur, c'est un groupe hyper hétérogène. On a dans le groupe auto-entrepreneur des psychologues qui gagnent très très bien leur vie s'ils font ça que tous les jours. Moi, je fais un jour de consulte par semaine, mais j'ai des collègues qui font la semaine, donc 5 jours. Donc, comme vous dites, ils n'ont pas les 35 heures, mais ils gagnent très très bien leur vie. Et on a des artisans qui bossent tout autant et qui gagnent pas bien leur vie. Surtout que c'est un statut qui est par définition quasiment précaire, genre les retraites, il n'y a pas, le chômage, il n'y a pas ça, tout ça, ça part par la fenêtre. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ça aussi avec d'autres pays et de voir comment ça marche. Et j'ai vu une étude passer, il faudrait que je retrouve la référence, qui, par exemple, c'est paradoxal, parce que d'un côté, quand on est auto-entrepreneur, on est soi-disant maître de son temps, mais on retrouve des effets de burn-out énormes, parce qu'il y a la pression financière. En gros, on revient à cette notion de jeu à somme nulle. Soit je suis salarié, et du coup j'ai théoriquement une assurance financière, mais je ne maîtrise pas mon temps, et donc ça crée certains sets de stresseurs et de complications, soit, et surtout de hiérarchie, on va peut-être me parler mal, peut-être que mon patron est sexiste, peut-être que machin, ou je suis auto-entrepreneur, j'ai une sorte de contrôle sur le déroulé de ma journée, mais j'ai pas du tout la sécurité financière derrière. Peut-être qu'un mois, je vais faire 0 €, et peut-être qu'un mois, je vais en faire d'autres. Et donc, c'est intéressant de voir ces deux stresseurs. D'un côté, le stresseur temps, hiérarchie, attente des autres, etc., versus le stresseur argent, comment il s'évalue. Mais il y a quelques artistes, et pas en France. En France, c'est difficile de faire ça parce qu'on n'a pas vraiment accès. Il y a tout le truc de l'anonymisation, etc. Donc, je ne pourrais pas aller demander à l'URSSAF une sorte de nom et aller faire des enquêtes, qui a des taux, par exemple, de burn-out relativement similaires entre les deux groupes. Et on retrouve beaucoup de problématiques communes. Diriez-vous, s'il vous plaît, coucou, diriez-vous la même chose, puisque là vous avez parlé essentiellement de l'entreprise, dans l'entendement collectif que des gens qui sont ici, on y voit une entreprise, on va dire, privée. C'est pas le bon mot, mais privée. Est-ce que dans les rapprochements que l'on sent sentir dans le management d'un service public, on disait dans le temps, la gestion du personnel. Maintenant, on commence à parler insidieusement avec l'anglo-saxon qui nous envahit,
de managériat, de management, tout doucement, qui laisse entendre tout doucement un rapprochement dans la gestion des compétences et des personnels qui vont avec, où l'entreprise publique deviendrait se rapprocher de l'entreprise privée, donc qui, elle, est assujettie à une rentabilité, une production, ce qui n'est pas le cas du service public, qui, lui, est assujetti à produire de la satisfaction aux populations, clients, dont ils ont la gestion. Est-ce qu'il y a une différence que vous venez d'intervenir? Parce que on sent venir, je sens venir, nous sentons venir un mal-être dans les services publics qui, ce me semble, vu mon grand âge, n'était pas le cas il y a, on va dire, 10-15 ans. Alors, votre ressenti est malheureusement assez justifié et on le voit notamment, donc moi, pour la majeure partie de ma vie adulte, j'étais dans le service public, je suis prof à l'université publique, j'étais chercheur au CNRS, etc. Et par exemple, en recherche, quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a un peu moins de 20 ans, un médecin qui était dans le privé, dans un hôpital privé à Paris, était relativement mal vu. C'est qu'il ne va pas faire de la recherche, il ne va pas publier, il ne va pas contribuer à cette aventure qui est la science, qui est une aventure commune. Il ne va pas contribuer au bien commun. Et aujourd'hui, force est de constater que la majorité de mes collègues sont dans des structures privées pour des raisons principalement de survie. Alors moi, j'ai un bac plus 12 et j'étais payé 1 450 €. Et tous les jours, je recevais des offres d'aller bosser dans des structures privées pour en général, genre pas moins de 4 500, 5 000 €. On peut se dire que c'est une vocation, mais la vocation, je ne peux pas aller chez mon boulanger et je lui dis « Est-ce que tu peux me passer une baguette et je te paye en vocation ?» Malheureusement. Et donc, il y a une sorte de mouvement vers une privatisation de plein de fonctions publiques, notamment l'éducation, la santé, etc. Et ça, c'est des choix politiques. Et moi, je suis pas... Genre, j'ai mon opinion politique, évidemment. Mais quand je parle en public, le but, c'est de pas donner mes opinions. Est-ce que c'est bien... Est-ce qu'un pays qui se privatise fonctionne mieux qu'un pays qui a un très fort service public? J'ai pas fait de recherche sur le sujet. Évidemment, j'ai mon opinion, mais je pense pas qu'elle est plus intéressante que l'opinion de n'importe quelle personne. Par contre, on voit qu'il y a ce déplacement. Et je vois, par exemple, Parcoursup, on voit qu'avec Parcoursup, il y a une sorte d'enlisement de pousser les parents à aller vers le privé, parce que vous n'allez pas avoir... Votre enfant ne va pas avoir les choix qu'il veut, et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est relativement opaque, etc. Et donc, on voit, hier, j'ai pris une photo, j'ai envoyé à Chiasma, au groupe, une photo. Je vais vous la lire, comme ça, ma mémoire ne me trahit pas. Elle est où? Une pub dans le métro. Pour réussir en informatique, rejoignez Epitech et en dessous, entre parenthèses, hors Parcoursup. En gros, si vous voulez rejoindre Epitech, vous n'avez pas à vous prendre la tête à Parcoursup. Donc, si vous êtes un parent, et vous avez un enfant qui adore l'informatique, qui est un peu geek, etc., et il demande informatique sur Parcoursup, il se retrouve avec philosophie, ben, il y a Epitech pour vous sauver de là. Et donc, encore une fois, c'est une question politique. Et donc, j'ai mon opinion, mais je ne pense pas qu'elle est très intéressante à partager. On va prendre une dernière question de ce côté. Bonjour, François-Xavier Lamotte, réseau 44 des conseils de développement. En quoi est-ce que les mécanismes que vous nous avez décrits ce matin pourraient s'appliquer au bénévolat? Alors, le bénévolat, ça dépend. Il y a plusieurs types de bénévolat, de la même manière qu'il y a plusieurs types de philanthropie. Il y a le bénévolat qui vient combler des manquements de l'organisation sociétale. Et il y a des bénévolats qui sont des actions individuelles qui viennent le faire. Et c'est pas du tout les mêmes conséquences. Par exemple, Coluche disait, le but du Resto du Cœur, c'est qu'il n'existe plus. Parce que c'est une fonction qui est supposée être... On n'est pas supposé avoir des gens qui meurent de faim quand on veut se considérer comme un pays développé. Mais on sait aussi que, par exemple, du bénévolat pour aller aider les personnes âgées dans le quartier, etc., ça crée des dynamiques sociales assez fortes et ça donne un sens dans l'action. Et donc, tout dépend de la motivation derrière. Est-ce que je suis bénévole parce que j'ai pas le choix, parce qu'il y a un effondrement des structures qui sont supposées faire ce travail, ou est-ce que je suis bénévole on revient à cette notion de vocation, mais pas par nécessité.
Et c'est pas du tout les mêmes dynamiques psychologiques. Si je suis bénévole, je sais pas, je fais partie des scouts, et on se dit qu'on va faire une bonne action après notre réunion, et on va aller nettoyer la rue. Ça va me donner une sorte de service de sens civique, versus je suis obligé d'aller... je décide d'être bénévole pour aller distribuer la soupe dans mon quartier parce que ça me fend le cœur de voir des gens qui ne peuvent pas manger en rentrant chez moi. C'est pas du tout les mêmes dynamiques cognitives, on va dire. On revient à cette notion d'agentivité, de locus de contrôle. Merci à vous. Merci J'invite Luc Blond, président d'Imaginella, président du comité d'orientation d'Imaginella, de nous dire le petit mot de la fin. Oui, merci à tous et merci à vous, Albert. Je me permets de vous appeler Albert parce que effectivement le chatouillis intellectuel que vous avez provoqué à travers vos propos, c'est le moins qu'on puisse dire, est stimulant pour plein de raisons. Alors, je ne sais pas si, dans le rafraîchissement qui nous attend, il y a quelques grains de raisin qui seraient susceptibles de provoquer de l'envie de revenir. Mais en tous les cas, c'est un des messages que je suis chargé de faire passer à l'issue de vos propos pour inviter l'ensemble de l'Assemblée à participer le 8 juin, et je vous engage à retenir cette date, à une restitution des travaux relatifs au cycle que nous avons engagé depuis quelques mois autour du travail. Et c'est en cette date du 8 juin, avec ou sans raisin, dans le cadre du BFA à venir, venez participer à cette restitution des groupes de travail, des enseignements tirés des conférences, des visites d'entreprises qui seront organisées entre-temps, et aussi du ciné-débat qui a participé à donner de la consistance à ce cycle. Donc c'est le premier message que je voulais faire passer. Revenez nous voir le 8 juin pour participer activement à cette restitution. Et puis le deuxième message que j'ai à faire passer, c'est vous remercier, vous, conférenciers, mais aussi ceux qui ont participé à l'organisation de ce temps. Et les 4 membres de l'équipe d'Imaginella ont largement participé. Je les cite. Évidemment, Thierry Despraux en tant que nouveau directeur, puisqu'il c'était le premier événement public qu'il portait en tant que directeur, mais aussi les 3 autres membres de cette équipe, Céline Lebel, Isabelle Thomas et Mathieu Auger, qui sont les professionnels et qui encadrent et animent Imaginella. Je voulais évidemment les remercier et vous inviter à poursuivre les échanges dans le buffet qui nous attend dans les minutes qui suivent, et je sais qu'il y a des contraintes à respecter, donc je vous y invite le plus rapidement possible. Merci à tous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci.